Ça change tout. J'ai quelques questions. Bon, quand on dit qu'une lampe érotique n'a pas sa place dans un espace chrétien, est-ce qu'on en est vraiment sûr? Non. Non, c'est pas si simple que ça. Et surtout, on ne peut pas faire ce genre de déduction à partir d'une pièce comme ça, comme vous le savez, enfin, comme certains dans cette salle le savent. Non, c'est pas du tout sûr. Et il était parti dans l'idée que les temples deviennent des églises. C'est une très vieille idée qui traîne depuis très longtemps, qui appartient au vieux fond de ces grandes théories anthropologiques qu'on appelait évolutionnistes au début du XXe siècle, qui étaient portées par des chercheurs anglais très connus comme Herbert Spencer, mais des tas d'autres, et qui considéraient que l'histoire religieuse du monde était passée d'une religion à l'autre. En gros, on était parti du bon sauvage qui croyait que les dieux étaient issus des formes un peu symboliques ou théoriques de tout ce qui nous entoure. Les arbres avaient des émanations. Et puis on va intellectualiser un peu plus les choses. Donc on a les dieux gréco-romains, alors c'est un peu de la littérature, il y a des petites histoires rigolotes, mythologiques, mais c'est un peu plus intellectuel que le bon sauvage. Et puis les Romains apportent des dieux qui sont des dieux symboliques, qui ne correspondent pas à grand chose, des dieux qui sont des idées, la concorde, la victoire sont des divinités. Et puis après arrivent les grands monothéismes qui sont à un niveau intellectuel un peu supérieur. Et puis dans cette grande marche de l'humanité vers le progrès, auquel croyaient les évolutionnistes, on arrive au christianisme, et puis après le christianisme, la science, qui est qui est la destinée, le bout de la destinée humaine, intellectuelle. Évidemment, tout ça, c'est pas si simple, et d'autre part, les conséquences qu'on en a tirées nous ont poussé à faire énormément d'erreurs. Et une d'entre elles a été de considérer que quand il y avait eu un temple auparavant, quand il y avait eu une église auparavant, il devait bien y avoir eu un temple. L'un s'étant substitué à l'autre. On en connaît tous des exemples bien connus, le Panthéon de Rome, l'église Sainte-Marie martyre, convertie au 7e siècle par décision impériale, mais qui effectivement est un temple bâti par Agrippa pour honorer Auguste, son gendre et meilleur ami, son beau-père et meilleur ami, et puis dédié à l'ensemble des dieux. C'est une sorte d'acte politique faisant de l'empereur presque un dieu. Donc on a des exemples comme ça un peu partout, mais ils sont très rares en fait. Et ils sont très rares pour une raison qui est assez simple, c'est que ce sont deux types de bâtiments déjà qui ont deux fonctions très différentes. Un temple, c'est fait c'est la maison d'un dieu dans le système romain ou grec. Donc c'est pas un lieu où on se rassemble, et puis quand on fait des cultes, des actes cultuels disons importants, on le fait devant le temple. Le lieu majeur où on le fait, c'est en général un hôtel qui est situé devant, dans l'escalier, sur une place publique plus ou moins importante, et puis on ouvre les portes des dieux, pour lorsqu'on fait par exemple un sacrifice sanglant, eh bien le dieu ou sa représentation iconographique puisse humecter ses effluves, s'en nourrir. Et le sacrifice, c'est un sacrifice au sens où on sacrifie quelque chose. Lors ce grand banquet qu'on prend avec les dieux, on sacrifie les meilleures pièces à manger, c'est-à-dire celles qui sont immangeables, les jambes par exemple, celles où il n'y a pas de viande, et puis le reste on mange, on fait un grand banquet. Bon, ça c'est le principe du temple, sa fonction, et puis les rituels qu'on y organise. L'église, c'est pas ça. Une église ecclésia, en grec, ça veut dire rassemblement. C'est un lieu où on rassemble les gens à l'intérieur d'un bâtiment pour célébrer un culte ensemble. Donc le culte, il est fait ensemble, fermé. Alors pourquoi fermé? Parce que l'église, le christianisme est un culte qu'on appelle un mystère. Le mystère, ça ne veut pas dire que c'est mystérieux, ça veut dire qu'il y a quelque chose de caché. Il y a quelque chose qui est caché à ceux qui ne sont pas initiés. On appelle les initiés dans les cultes grecs dits à mystère, on les appelle les mystoi. Donc ils ont été initiés, eux ils savent. Et puis les autres, ils ne sont pas initiés. On a donc les gens qui sont introduits au christianisme, les catéchumènes, et puis on a les baptisés, ceux qui sont non seulement introduits, mais qui font partie de l'Église, et puis il y a le reste. Il y a la piétaille en quelque sorte, comme à l'époque on commence à les appeler les païens. Donc l'Église, elle sert à ça, à rassembler ces gens, et ces différentes pièces que vous avez, notamment cette Disney, vous avez 3 grandes pièces. La pièce centrale, si on se rassemble, c'est une toute petite église, je reviendrai dessus après. Et vous avez une pièce à l'entrée perpendiculaire
hein, que dans les églises orientales, on appelle le narthex. Nous, en latin, on dit souvent le paradis. Très joli, le paradisium. C'est un vocabulaire qu'on a un peu oublié, à tort. Et c'est là que se tiennent les catéchumènes. À un moment du culte, hein, l'évêque qui est en charge du culte dit, bon, maintenant, ferme les portes, les catéchumènes dehors. Notamment au moment le moment le plus sacré, qui est le moment où on prend l'hostie. Puisque ça, c'est réservé aux baptisés, hein, comme quelques-uns qui, ici, ont une culture catholique, doivent savoir. Donc, enfin, que je dis catholique, mais orthodoxe, enfin chrétien, disons. Et donc ces espaces, ils sont là pour ça, ils sont faits pour servir ce culte. Et bien ce culte, il est organisé de façon complètement différente de celui qu'on a organisé chez les païens. Donc c'est pour ça que les bâtiments, déjà, correspondent pas très bien, à moins que les bâtiments soient très grands. Il y a effectivement quelques très grands temples qui ont pu effectivement être convertis, mais après il y a eu un autre problème, qui est un problème de taille. C'est que la plupart des temples dans les villes romaines ou grecques sont des bâtiments publics. Et l'Église au sens juridique du terme, l'Église est une structure juridique privée, et ce, du 4e au 6e siècle. Constantin a officialisé le culte chrétien au sens où il lui a donné l'autorisation d'exister. À vrai dire, c'est pas lui, ça c'est une erreur qu'on fait souvent. L'édit de Milan n'est pas un édit, c'est une répétition d'un autre édit, qui est l'édit de Galère, qui a été pris un an plus tôt. C'est juste donc l'empereur qui était l'empereur majeur en Orient, mais qui régnait sur l'ensemble de l'Empire, Constantin, c'est un usurpateur occidental. Bon, comme tu l'as très bien expliqué dans le film, ils finissent par prendre le pouvoir avec Licinius, qui se débarrasse des rivaux orientaux. Et en fait, c'est Galère, leur prédécesseur, qui autorise le culte chrétien de guerre lasse. Ça a été un des pires persécuteurs, il tombe gravement malade. Et puis on lui révèle, nous disent les textes, que c'est parce qu'il persécute les chrétiens, donc il l'arrête. Et il fait cet édit de tolérance qui ensuite est répété, étendu à l'Occident, notamment lors de cette déclaration qui est faite à Milan, qui est juste une extension de cette décision prise ailleurs, en quelque sorte. Donc cette idée de substitution de ces édifices, qui est le pendant de la substitution de ces religions dans le même lieu, c'est une erreur parce que la plupart des temples étaient aussi des temples publics, pas privés, et l'Église était privée. On ne pouvait pas s'arroger un bâtiment public. Et ce, à peu près, on pense jusqu'au VIe siècle, jusqu'au règne de Justinien, on va dire d'Anastase, pour être tout à fait précis. Donc, non, juste un peu avant. Donc, c'est pour ça que c'est un réflexe que nous, archéologues, on a souvent quand on tombe sur une église, parce que on cherche toujours le temple qu'il y a dessous. Et puis, comme vous l'avez vu, manque de chance, il n'y a pas de temple sur les tombes, hein, ça, c'est pas possible. La mort, chez les Grecs comme chez les Romains, est une souillure, donc on ne met pas les morts autour de nous. En revanche, chez les chrétiens, c'est le contraire. Alors, les morts, on les met partout. On dort près des morts. Lorsqu'il y a des saints, on fait couler de l'huile. Un petit peu plus tard que ça, au VIe siècle, ou au 5e, on fait couler de l'huile. On dort près des tombes pour s'asperger de l'huile des saints. Enfin bon. Donc, ce contact avec la mort, il est glorifié par les chrétiens. Et c'est un changement de mentalité qui est totalement fondamental. Et du coup, les lieux, nos églises, ces églises qui sont là aussi difficiles à définir, on dit que certaines sont martyriales ou pas. En fait, si vous voulez, des reliques de saints, on en a dans toutes nos églises. Hein, en France, il n'y a pas une église en France qui n'a pas une relique quelconque. C'est la même chose depuis cette époque-là. Donc effectivement, là, une des hypothèses qui est tout à fait vraisemblable, c'est que le martyr du lieu on lui est voué un culte dans cette toute petite église, mais bon, c'est de néophytose, donc c'est pas absolument certain, mais là, pour le coup, ça paraît assez probable. Et dernière chose là-dessus, qui est une précision importante, le concile de Nicée, en fait, on sait où il s'est tenu. Il s'est tenu dans le palais impérial. Constantin vient de faire la conquête de l'Orient. La situation n'est pas du tout stable. Il vient de se débarrasser de Licinius, donc son rival oriental, qu'il n'a pas assassiné, puisque Licinius il faisait aussi partie de sa famille. Alors, il était un peu hésitant. Donc il est un peu embêté, il ne sait pas trop quoi faire de lui. Donc on est dans ce moment un peu incertain où Constantin n'est pas encore très sûr de ce qui va se passer. Et donc ce concile, il est là pour remettre de l'ordre chez les chrétiens. Effectivement, il ne comprend pas pourquoi tout le monde se divise comme ça pour ces idées de nature du Christ, de Trinité divine. Bon, c'est un grand intellectuel, hein, il comprend assez bien les débats, mais il ne comprend pas pourquoi il y a de telles divisions. Il essaye de rassembler tout le monde, c'est son idée.
Lorsqu'il le fait, il le fait dans le palais de Nicée, dans le palais impérial de Nicée. Il y a un palais impérial. Celui de Nicomédie, qui était le plus grand, un peu plus grand, était indisponible parce qu'il avait été abîmé par un autre tremblement de terre. Donc c'était un peu le seul endroit où ils pouvaient se réunir, un peu en lieu sûr. Et cette réunion d'évêques, alors imaginez, il y a 350 évêques, ils ont chacun un secrétaire, ça fait déjà vous voyez, 700 personnes, et il y a l'empereur avec sa cour, donc ils sont moins de 2000 personnes. Imaginez, l'église, vous l'avez vu, elle n'est pas très grande, on ne peut pas rentrer là-dedans, ça c'est pas possible. Donc ces lieux de réunion, il se trouve que ne sont pas simplement soumis à interprétation parce qu'on regarde combien il y a de place et puis on voit bien que ça ne colle pas. En fait, on a un témoin, Eusèbe de Césarée, qui est donc l'évêque de Césarée, mais qui est un des premiers grands historiens de l'Antiquité tardive, qui nous en a livré un récit extrêmement précis, notamment du premier jour, le 20 mai 325, le premier jour où s'ouvre le concile. Celui qui sert de secrétaire de séance en quelque sorte, bien c'est Eusèbe. Et Eusèbe donc, nous décrit l'arrivée de Constantin au milieu des évêques dans le palais impérial. Il dit qu'il a fallu trouver... on était dans la pièce la plus grande du palais parce qu'on était très nombreux. Et il explique voilà, que Constantin était venu, était très respectueux de tout le monde, et s'est permis de s'asseoir sans faire de simagrée en quelque sorte. Hein. Donc on a ces pages que je vous invite à lire qui sont assez extraordinaires, où on a cette scène, cette première journée. Ensuite, ils se sont réunis un petit peu partout. Peut-être ont-ils fait un tour dans d'autres églises comme celle-ci pour prier, ça c'est possible. Mais en tout cas, les lieux de réunion, il fallait tenir tout ce monde. L'empereur n'a pas assisté à toutes les séances. Il a fait l'ouverture, fermeture, il a fait un grand discours. Mais voilà, donc on a quand même quelques idées sur ce qui s'est passé à ce moment-là, en tout cas pour cet événement très particulier qui était l'ouverture du premier concile. On a voulu rassembler tous les évêques du monde romain de l'époque. C'est un peu long. C'est une question à dire. Je voulais d'abord vous remercier pour ce film qui était vraiment super intéressant, je trouvais, et puis d'allier comme ça la recherche géologique avec l'archéologie. Et enfin, j'ai trouvé ça très passionnant. À mon avis, on pourrait le voir quand même 2-3 fois pour tout comprendre, en tout cas au niveau géologique. Je me disais, je m'interrogeais un peu sur l'avenir de ces fouilles, parce qu'on a vu évidemment le maire qui était déjà en train de faire des plans pour attirer le touriste international. J'imagine que, étant donné les résultats, les conclusions qui sont présentées, et ce que vous venez de dire d'ailleurs maintenant, est-ce qu'ils vont vraiment d'abord la protéger, parce que je vois que c'est quand même au bord du rivage, donc je suis étonnée que ce ne soit pas plus abîmé que ça. Et voilà, quel est l'avenir? Je vais répondre, mais je ne suis pas l'archéologue turc en charge du site. Néanmoins, pour avoir travaillé donc 3 ans avec notamment Julia de Sigoyer, qui est la géologue française, leader de ce programme de recherche en géologie, sismologie, donc côté français, qui a travaillé conjointement avec l'archéologue turc. Le projet, il est de fait un projet scientifique, mais aussi touristique, parce que le président Erdogan a fait construire un pont, un immense pont, c'est un des, je crois, 5e plus grand pont au monde, qui enjambe le Bosphore et qui permet maintenant d'aller d'Istanbul à notamment cette région. Alors il y a une ville très importante qui s'appelle Bursa, une ville économique aussi importante. D'ailleurs, Mustafa Şahin, donc l'archéologue turc, son université est l'université de Bursa. Donc ce pont a été construit pour développer économiquement et touristiquement la région. Donc ça permet aux habitants d'Istanbul, comme vous le savez, c'est une ville gigantesque, d'aller en villégiature et notamment
sur ce lac d'Iznik, parce que quand on est à Iznik, on a l'impression d'être face à la mer, c'est un lac qui est immense. Donc il y a tout un développement touristique, et le maire, lui, de fait, souhaite développer ce tourisme aussi à l'international. Il y a une deuxième basilique à l'intérieur, alors il en fait, il la mentionne, mais c'est vrai que le 90 minutes la montre, on va tout montrer dans le 52. Il y a une deuxième basilique qui, elle, a hébergé le 7e concile de Nicée, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est vrai que quand on a tourné, il y avait par exemple des touristes de la Corée du Sud. Donc en fait, il y a ce tourisme, j'ai envie de dire aussi, entre guillemets, religieux qui vient parce que c'est Nicée, parce que le premier concile, parce que aussi ce 7e concile. Donc le maire, lui, n'a qu'un intérêt, c'est de développer ce tourisme entre guillemets religieux. Alors ça veut dire quoi concernant cette basilique? Ça veut dire qu'il y avait des projets un peu particuliers qui étaient par exemple l'édification d'une tour juste à proximité de la basilique pour pouvoir être je crois 20 mètres au-dessus de la basilique et voir l'ensemble architectural d'une certaine manière. Et Juliette Sigoyer, que je la cite d'une certaine manière, lorsqu'ils ont révélé la présence de cette faille, qui est quand même à 1 km, a expliqué que c'était quand même un projet un peu dangereux pour tout le monde, les touristes, mais aussi pour la basilique. Donc ce projet a été arrêté. Le lac, moi quand j'y suis allé la première fois, donc c'est aussi un film Covid. La première fois, la basilique était, comme vous avez pu le voir sur certaines images, totalement recouverte d'eau. Et la troisième fois, la basilique était à moitié sortie de l'eau. Donc, c'était en quelle année? Donc la dernière fois que j'y suis allé, c'est en 2021, je crois, ou 22. Et donc, non, 22 ans. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'ils voulaient développer aussi un tourisme sous-marin, de visite. Alors, je ne sais pas comment ils auraient pu développer de la visite sous-marine sans endommager non plus le site. Bon, toujours est-il qu'aujourd'hui, un musée est construit dans le centre-ville. Les pièces qui ont été récoltées, trouvées, fouillées, sont notamment comme cette lampe à huile dite érotique, sont présentées à l'intérieur du musée. Et le devenir touristique est une vraie question qui se pose avec le changement climatique et avec cette basilique dont ils ne savent pas trop comment la montrer aux touristes. Voilà, c'est un long développement, mais pour vous expliquer un peu l'avenir qui est... Alors, c'est vrai que des sites, on se pose toujours... J'ai l'impression, là peut-être que je vais laisser la parole à Christophe, mais comment on peut après donner à voir un site sans l'amener peut-être au public, peut-être au tourisme, je sais pas. Comme tu le fais là, je crois que ça, c'est vrai que ces films, c'est quand même formidable parce qu'il y a donc, tout ce travail énorme que je vous ai vu faire qui est vraiment remarquable. Et d'ailleurs, je tenais à te le dire et en public, même si je te l'ai déjà dit. Ce qui est peut-être remarquable, et j'espère que vous l'avez vu ainsi et senti ainsi, c'est vraiment une aventure humaine, c'est l'aventure d'un groupe qui aussi tâtonne. En plus, il y avait le Covid effectivement au milieu qui a quand même rendu tout très compliqué, qui avance avec honnêteté, notamment notre collègue turc, Mustafa Şahin. C'est très touchant dans cette démarche, et ça devrait toujours être comme ça l'est pas toujours. Mais c'est vrai qu'on avance comme ça, on fait des hypothèses, elles sont validées, puis on avance doucement jusqu'à comprendre en fait ce à quoi on fait face. Et je trouvais que ce film il rendait justice à ce travail qu'on fait, qui est très humble, qui n'est pas toujours entre les mains de gens toujours très humbles, mais qui l'est et qui devrait l'être. Et ça, tu l'as parfaitement restitué avec toute la complexité de ce travail aujourd'hui et de la richesse que ça peut être de parler aux autres disciplines, mais aussi d'intégrer effectivement ces dialogues avec les responsables des États, des municipalités, parce que l'archéologue, il intervient sur un lieu, et ce lieu, il faut le valoriser comme on peut. Alors comment est-ce qu'on peut faire là? Honnêtement, je ne sais pas. À Baille, en Campanie, où il y a une partie du site qui est submergée, donc c'est juste
c'est sur la baie de Naples, hein. Vous pouvez effectivement prendre des bateaux, aller voir, mais c'est assez profond, donc ça pose pas de problème particulier. Là, je vois pas tellement comment on peut faire, à part faire une coursive autour pour pouvoir marcher, parce que rapidement, ça va être ça. Je vois pas comment vraiment ils vont pouvoir exploiter ça autrement que comme tu le fais, c'est-à-dire un peu à l'extérieur, en montrant ces réalisations en 3 dimensions qui sont du reste très belles aussi. Ça, c'est peut-être ce qu'on peut faire de mieux, je crois, pour valoriser ces sites. Au-delà, chercher le palais impérial, ça serait pas mal. Mais pour ça, on a des techniques aujourd'hui dont on a parlé juste avant, des techniques géophysiques qui nous permettent de radiographier un sol. Alors, il y a plein de techniques, vous avez vu d'ailleurs toute une série, le radar, la magnétométrie, la résistivité électrique, sont des tas de méthodes différentes qui nous permettent de regarder dans le sous-sol, puis en fonction du sous-sol, s'il est plus ou moins argileux, ça marche plus ou moins bien, si c'est plus ou moins humide, ça marche plus ou moins bien, suivant les appareils qu'on utilise, on arrive à voir effectivement sous le sol des choses assez précises, et puis quand c'est un peu boisé, on peut faire comme notre collègue à Madagascar et sur l'île Maurice, utiliser un lidar, c'est-à-dire avoir donc un système aéroporté qui envoie un rayon laser très fin qui donc arrive à percer la couverture végétale. Du moment qu'il y a 1 millimètre, il arrive à le voir. Ensuite, on retire la couverture végétale électroniquement, par ordinateur. Donc ça nous permet de voir effectivement des gros reliefs, fait ce qu'on appelle de la micro-topographie, c'est pas si micro que ça, mais on arrive à voir quand même des évolutions sur le sol d'1 centimètre. Donc ça permet de repérer des choses comme ça en Amazonie. Donc ça fait partie, à mon sens, des choses qu'il faudrait qu'ils fassent. Ça, c'est sur cette ville. Et vous l'avez vu, il y a déjà encore beaucoup de choses en élévation. C'est d'ailleurs assez impressionnant, les murs de la ville, le théâtre, etc. Donc, un palais impérial, ça doit quand même se repérer. Je terminerai, je ne sais pas si... c'est vrai que pour les... Ah pardon, juste pour oui. C'est qu'en fait pour les archéologues, malgré tout, la situation aujourd'hui, elle est quand même un peu complexe du fait du changement climatique, parce que la basilique, elle est maintenant à moitié émergée et à moitié immergée, donc c'est pas évident, les fouilles sont devenues plus compliquées. Oui, vous évoquez le séisme de 2023. On a eu ici des documentaires, en particulier, je pense à Zogma, à Gaziantep, et puis Göbekli Tepe. Est-ce qu'il y a un état des lieux sur l'état de ces grands sites là, après le séisme? Alors là, il faudrait vraiment... si tu veux, parce que là, non, on a une cartographie effectivement qui est élaborée par l'équipe en particulier de Juliette Ségouillet, qui est une équipe extrêmement importante, non seulement en France, en Europe et dans le monde, qui travaille sur les tremblements de terre, leurs effets sur les bâtiments. C'est une équipe qui a toujours travaillé, elle était en poste dans la même université que moi, donc à l'École normale supérieure auparavant. Et donc, l'une de sa spécialité, c'est vraiment de travailler dans ces secteurs à risque. Et non seulement, c'est pas une historienne et une archéologue, il s'agit, comme elle explique bien, d'expliquer ce qui risque d'arriver. Et le grand risque, comme elle expliquait, c'est le tsunami sur Istanbul, qui est un risque, c'est plus qu'un risque, c'est quelque chose qui va arriver. La question, c'est est-ce que c'est demain matin ou plus tard. Donc, mais là, on s'approche vraiment d'un événement sismique majeur à Istanbul. Et pour ça, pour pouvoir le comprendre, ils ont un peu besoin de nous, de travailler avec nous en tout cas, c'est-à-dire de regarder sur la durée la plus longue possible pour essayer d'analyser quand ces séismes sont intervenus. Alors des fois on le sait en faisant du carottage, mais on ne peut pas faire des carottages partout, même si son équipe en fait énormément. Celle actuelle de Grenoble plus son ancienne de l'ENS, ils en font quand même énormément. Vous avez vu, il y a l'équipe aussi de Chambéry. Donc on commence à avoir une cartographie de plus en plus étendue dans le bassin méditerranéen. On le fait aussi beaucoup en relation avec nos collègues romains d'un institut qui est comme un CNRS de la sismologie, qui est l'INGV, donc l'Institut de géophysique nationale et de vulcanologie de Rome, qui a des antennes un petit peu partout. Et ces institutions, effectivement, à la fois font ces deux choses, c'est-à-dire essayer d'anticiper le plus possible. Donc elles ont, pour ce qui est de l'INGV, même des fonctions d'alerte. Mais parfois on peut alerter qu'à 15 minutes. C'est ce qui est arrivé lors des derniers séismes en Italie. Ils avaient, c'est pas 15 minutes, c'était une demi-heure. Donc ils ont pu avertir le maire. Qu'est-ce qu'on peut faire en une demi-heure? Pas grand-chose. Donc il y a eu pas mal de morts.
Voilà, donc il y a ce côté prévision, mais il est très incomplet, même si on a des sondes, même si on a des monuments qui sont surveillés en permanence. Le Colisée à Rome, par exemple, l'est en permanence. Il y a des systèmes qui mesurent sa vibration par rapport à la vibration naturelle du sol, pour vérifier s'il n'y a pas un endroit qui ne vibre pas comme les autres. Si ce n'est pas en phase, ben on va tout de suite réparer. Donc il y a des systèmes comme ça qui sont mis en place où on regarde un petit peu plus attentivement sur des choses vraiment auxquelles on tient. À Sainte-Sophie, c'est la même chose à Istanbul. Il y a le même type de degré de surveillance, mais on ne peut pas le faire partout. En fait, on n'a pas les moyens. Par contre, on a une connaissance combinée d'événements sismiques passés et puis actuels et futurs, voilà, de plus en plus précis. Mais ça ne nous donne pas toujours un temps de réaction de plus d'une demi-heure. Donc pour nous tous qui serions touristes à Iznik ou ailleurs, voilà, c'est pas ça qui va nous sauver la vie. Mais on peut effectivement dire, voilà, la Yannine de Faye n'était pas une maison dessus, ou une centrale nucléaire. Et pour répondre peut-être un peu plus précisément, les sismologues, et notamment celui qui intervient dans le film, qui est entre guillemets une unité, vous répondront qu'on ne peut jamais prévoir. En tout cas, c'est pour ça que d'ailleurs, il n'y a pas de réponse dans le film. Ce qu'il recherche, c'est de la récurrence. Et vous dire à quelle heure, quel jour. Ce qu'on peut voir, c'est anticiper le moment où ça arrive, où c'est en train d'arriver. C'est-à-dire les micros, voilà, les séismes, et là, on sait que ça va être. Et suivant la faille où ça se passe, comme il explique, plus ou moins grave. C'est à peu près tout ce qu'on peut dire. Et c'est vrai qu'en étant tourné à Istanbul, l'hôtel dans lequel on était, là, il y avait une chambre au premier étage. J'étais avec le chef opérateur, on avait une fenêtre donnée sur une cour, et je me suis dit, bon, bah, j'espère que ça ne sera pas cette nuit, quoi. Parce que voilà, si vous allez à Istanbul, qui est une ville formidable, essayez d'aller dans un hôtel en bois. Bon, voilà, c'est vrai qu'ils attendent ce séisme et probablement tsunami catastrophique, sans faire dans le catastrophisme. Justement, parlant de catastrophe, un des documentaires traitait d'une éruption volcanique. Celui-ci est un tremblement de terre. Le prochain, quelle catastrophe naturelle va-t-il nous dire? C'est vrai que voilà, je viens de la fiction, et j'y pense avoir mis les pieds dans l'étrier des sciences axées sur alors, pas forcément une catastrophe, mais ce qui devient une catastrophe. D'ailleurs, ce qu'un sismologue a dit suite au séisme là, en Turquie et en Syrie, ce n'est pas les séismes qui tuent, ce sont les constructions humaines. Si vous allez au Japon, il y a beaucoup moins de morts, parce que les constructions sont vraiment parasismiques. C'est un sujet passionnant parce qu'il y a des rencontres, j'ai envie de dire passionnantes, et c'est un sujet qui est les catastrophes d'une certaine manière sociétale, historique, scientifique, de projet. Voilà. Donc le prochain projet, c'est un roman graphique sur un tsunami dans un lieu assez improbable. Voilà, on verra. Merci beaucoup pour toutes ces informations.